Dans l'actualité de ce 18 juin, le CFOP appelle à la démission du ministre des Mines, Oumarou Idani, à cause de son implication supposée dans l'affaire tentative d'exportation frauduleuse d'or. Quant au ministre de la Défense, Chérif Sy, cette déclaration dans un journal sud-africain sur la situation sécuritaire ont été qualifiées de fautes disciplinaires par l'opposition politique. C'était au cours de son hebdomadaire conférence de presse, vous l'entendrez tout à l'heure. Les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le programme d'urgence pour le Sahel sont en réunion depuis ce matin. Pendant 48 heures, ils vont évaluer les projets et programmes qu'ils ont financés. Et puis, il a 14 ans, il est autiste. Malik Siri n'aurait pas composé le CEP dans les conditions adaptées à son handicap. C'est ce que dénoncent ses parents. Nous sommes allés à la rencontre de la famille et du jury concerné pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, d'abord, ces événements de Bobo Dioulasso, où un policier a été tué ce 18 juin. La scène s'est déroulée dans la mi-journée en plein centre-ville, aux alentours de la direction régionale de Orange, où une course-poursuite entre bandits et policiers s'est soldée par des échanges de tirs. L'un des agents des forces de sécurité a été touché, grièvement blessé. Il a succombé à ses blessures. Et on écoute maintenant ce témoignage d'un témoin sur place au moment des faits. Ici, là, c'est mon papa. Bon, j'ai vu brusquement, il y a des gens qui se poursuivaient. Et il faut 5 personnes. Bon, on dirait que c'était 3. Les 3 là étaient devant. Bon, il y a 2 personnes derrière qui les suivaient. Donc, arrivés, ils ont commencé à crier, attrapez-les. Bon, il y a les bandits qui ont commencé à tirer. Donc, les policiers aussi sont en train de tirer. Quand ils tiraient, bon, il y a un qui allait attraper les bandits. Voilà. Donc, il y a un qui tirait. Donc, bon, la balle là même, ça rentre pas. Donc, ça, voilà un bandit qui tirait sur l'autre bandit, mais ça rentre pas. Donc, la balle a eu les policiers là qui avaient attrapé les bandits là. Donc, nous on a vu, il est tombé. Bon, on ne sait pas comment. Bon, ça c'est. Voilà, ils sont fuis. Et puis les bandits là ont parti. Voilà, les 3 bandits là ont parti. Donc, les policiers étaient blessés. Donc, ils ont venu prendre ces policiers. Donc, nous, c'est ça seulement qu'on a vu. Ouais. Le policier était en tenue? Non, il était en civil. Il était en civil. Donc, ils ont quitté vers Onatel. Ils se poursuivaient, voilà, à pied. Voilà. Non, mais ils ont laissé leur moto là ici, donc descendre à pied. Donc, il y a les policiers qui sont venus ici. Et pardon, bon, ils sont en train de tirer. Les bandits là ont traversé le goudron là-dedans. Il y a un bandit et il y a un policier qui était blessé. Ils ont tiré sur lui, donc il n'a pas pu tenir le coup. Et puis il est tombé. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai vu. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ces événements dramatiques. Et sachez qu'en l'état actuel des choses, la piste terroriste n'est pas à privilégier. La lutte contre le terrorisme, parlons-en justement, elle est au cœur du programme d'urgence pour le Sahel, un programme qui met l'accent sur les actions de développement dans les zones les plus touchées par le phénomène. Il est financé en partie par les partenaires techniques et financiers. Depuis ce matin, ils se sont réunis en atelier pour évaluer leurs interventions. Luc Pabelgen. Cela fait plus de 2 ans que le Burkina Faso a compris que le tout sécuritaire n'est pas la seule solution dans la lutte contre l'extrémisme violent. En réponse à ce phénomène est né le PUSBF, le programme d'urgence pour le Sahel. Ce programme vise à améliorer les conditions sécuritaires et à réduire la vulnérabilité de la population pour un développement durable du Sahel. De juin 2016 à juin 2019, plus de 2 ans se sont écoulés. Les partenaires techniques et financiers intervenant dans la zone du PES ont senti le besoin de s'asseoir pour voir ensemble ce qui est fait jusque-là. Il nous faut d'être plus flexibles. Il nous faut, dans nos interventions de développement, avoir des approches locales et une écoute constante des communautés.
Il faut également que tous les acteurs se concertent régulièrement pour conjuguer les efforts, pour conjuguer nos efforts, pour partager les meilleures pratiques et harmoniser les stratégies. Dans un mot, on doit jouer collectivement pour gagner. C'est un atelier qui devra donc permettre d'analyser la situation des projets et programmes de développement des partenaires techniques et financiers intervenant dans le Sahel et établir également la cohérence de leurs interventions en lien avec les priorités nationales et le programme d'urgence pour le Sahel. De nombreuses familles, l'espoir d'une vie meilleure et même de survie repose sur la réussite du plan d'urgence pour le Sahel avec aussi le plan d'urgence élargi. Le plan reflète la préoccupation profonde et une volonté soutenue du gouvernement du Burkina Faso pour son peuple. Il nous faut absolument réussir le pari du programme d'urgence pour le Sahel. Le Burkina Faso se sent accompagné dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Le pays a même élargi le programme d'urgence à d'autres régions en fonction de l'évolution du terrorisme. À l'issue de l'atelier, nous souhaitons créer une dynamique visant la mutualisation des efforts. C'est très important. Et je crois que c'est même le sens de ce pourquoi nous sommes là. Donc, créer la dynamique qui vise à mutualiser les efforts et la synergie des actions entre les intervenants dans la zone d'intervention. Et cette concertation va aussi nous permettre de garantir la réussite des objectifs de développement pour le bénéfice des populations. La stabilité du Burkina Faso, à l'instar d'autres pays de la sous-région, est mise à rude épreuve par la montée du terrorisme et de l'insécurité. C'est en vue d'y apporter une réponse appropriée que le Burkina Faso a mis en place le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette offensive du CEFOP sur l'affaire tentative d'exploitation frauduleuse d'or, mettant en cause la société minière Ayam Gold et Sakan, mais aussi le ministère des Mines, pointé du doigt par l'opposition politique. Le CEFOP demande purement et simplement la démission de Oumarou Idani. C'était au cours de sa traditionnelle conférence de presse où le chef des filles de l'opposition a également condamné les propos du ministre de la Défense, Chérif Sy, sur la situation sécuritaire ambiante, propos tenus dans les colonnes du journal sud-africain The Guardian. Tous les détails de cette conférence de presse avec Rémi Lambert-Nébier. Deux ministres du gouvernement d'Abiré sont pointés du doigt par l'opposition burkinabé. Le CEFOP, le chef de file de l'opposition politique, qui soupçonne toujours le ministre des Mines de complicité dans l'affaire charbon-fin d'Essakan, demande sa démission. Ce scandale montre que M. Idani a gravement échoué dans sa mission. C'est pourquoi, sans tarder, il doit rendre sa démission et se mettre à la disposition de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Défense, lui, est indexé par l'opposition politique pour avoir mis à compte courant du chef de l'État. Sa récente interview avec le journal sud-africain The Guardian est décryptée par le CEFOP, qui décèle d'ailleurs des fautes disciplinaires. Dans l'entretien, le ministre d'État dit clairement que le G5 Sahel est inutile. Il dit également douter de la motivation de la France à lutter contre le terrorisme au Sahel. Il accuse par ailleurs les généraux algériens d'être complices de trafic illicite au Sahel, donc de connivence avec le groupe terroriste. Ces propos du ministre de la Défense sont très graves, puisqu'ils mettent à nu une grosse discorde entre lui et le président du Faso, chef suprême des armées. Or, en période de guerre, la discipline et la cohérence dans les actions doivent être de mise. Au moment où le président Kaboré, président du G5 Sahel, déclare que c'est le concert avec les autres pays, membres de l'organisation, que nous pouvons vaincre le terrorisme, son ministre de la Défense contredit et multiplie par zéro ses actions. Au passage, M. Sy sème les germes d'incidents diplomatiques, sûrement sans avoir obtenu le cutus du président du Faso.
Alors que le sondage du Présimètre pour le premier semestre de l'année 2019 n'est pas favorable au chef de l'État, l'opposition, elle, pense qu'il y a beaucoup de clémence dans l'attribution de la note. Pour l'opposition, la note du président du FASO devrait être de loin inférieure à 4,72. Il a échoué dans tous les domaines. Et cet échec cuisant a ramené notre pays 40 ans en arrière. Les partis de l'opposition ont condamné l'attitude du gouvernement dans la prise en charge des déplacés du Sahel qui affluent à Ouagadougou. Ils sont archivistes, bibliothécaires ou encore documentalistes, tous professionnels de l'information documentaire. Eh bien, pour mieux défendre leurs intérêts, ils ont décidé de fédérer leurs énergies. Voilà comment est né le SYNAGID, le Syndicat national des gestionnaires de l'information documentaire. Et pour sa première sortie, le SYNAGID pointe du doigt l'énorme méprise dont sont victimes les travailleurs de ce secteur en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail. Les explications de Alexis Beleb-Nama avec Rimina Bernébier. Comment l'État a-t-il pu négliger les documents que lui-même produit ou reçoit dans le cadre de son fonctionnement, ainsi que les personnels chargés de sa gestion? L'indignation est du Syndicat national des gestionnaires de l'information documentaire, SYNAGID, créé le 2 mars dernier. Je dirais que c'est un peu de la négligence, parce que quand vous regardez même dans l'organigramme type des ministères, des départements ministériels, vous verrez que c'est prévu dans cet organigramme-là la création des DAD, les directions des archives et de la documentation dans toutes ces structures, ministères et institutions. Voilà. Donc bon, on constate effectivement que ce n'est pas partout que c'est créé. Donc on va dire peut-être que c'est de la négligence. Également le fait que ces archives-là ne sont pas suffisamment prises en charge. C'est une culture, moi je vais dire, au Burkina. Voilà. On n'a pas la culture du rendre compte. On n'a pas la culture du rendre compte. Donc c'est très dangereux pour un pays qui veut se développer. Donc pour rendre compte, pour pouvoir rendre compte vis-à-vis des générations présentes et vis-à-vis des générations futures, il va falloir absolument s'occuper de nos archives. Ça c'est très clair. Le SYNAGID est convaincu d'une chose, pour rendre compte aux générations futures, il va falloir s'occuper des archives et donc des problèmes que vivent les personnels chargés de sa gestion. Pratiquement la quasi-totalité des locaux dédiés donc à la gestion des archives sont inadaptés, ne sont pas conformes aux normes en la matière. Donc sur le plan du matériel, les matériels manquent. Les matériels de gestion donc, de ces archives-là, les matériels manquent au niveau des bibliothèques. Voilà, il n'y a pas assez de documents le plus souvent dans nos bibliothèques et le matériel même manque. Sur le plan de ressources humaines, également, il y a un manque criard. Voilà, beaucoup de personnel se forment donc sur le tas. Voilà, ça veut dire que ce n'est même pas l'État qui forme les bibliothécaires et les documentalistes. Ça, c'est un problème qui est là qu'il va falloir résoudre. Les gestionnaires de l'information documentaire sont les moins bien payés de l'administration publique. Ça, c'est très clair. Il suffit donc de prendre, par exemple, le bulletin d'un cadre A, GID, vous verrez que c'est lamentable. Voilà. Il y a beaucoup d'indemnités que d'autres professionnels ont, par exemple, qu'ils n'ont pas. Donc, ils sont sous-payés. Le Burkina Faso compte 500 gestionnaires de l'information documentaire, soit 0,25% des fonctionnaires. Le SYNAGID interpelle le gouvernement à la prise en charge diligente des préoccupations des gestionnaires de l'information documentaire. Une plateforme revendicative est en élaboration, des stratégies de lutte aussi. Ces travailleurs semblent désormais déterminés à se faire respecter. Venons-en maintenant à la problématique de la prise en charge des enfants handicapés dans le système scolaire burkinabé. Il faut dire que malgré tous les efforts consentis pour éviter de laisser des enfants en marge de l'école, il y a toujours des cas rares qui posent problème. C'est la situation de Malik Siri. Il est autiste, il a 14 ans et il aurait composé le CEP dans des circonstances inadaptées à son handicap. Selon ses parents, eh bien, John William Somda est allé à la rencontre de la famille et du jury concerné.
Sous l'œil attentif de sa mère, Malik Siri se rappelle au souvenir des épreuves du CEP de la session 2019. Si la composition qui s'est tenue du 11 au 13 juin dernier est derrière lui, Malik attend les résultats. Une attente qui aurait pu être moins stressante pour sa mère si Malik avait, selon elle, composé dans les meilleures conditions. Autiste, Malik a besoin d'un suivi particulier. L'autisme, il faut le rappeler, est un trouble de comportement inné et neurologique. Les enfants atteints de cette pathologie sont soit hyperactifs ou hypoactifs et affichent un retard à l'expression. À l'examen du CEP, Malik se serait donc retrouvé à traiter des sujets réservés aux candidats sourds-muets. Une situation que sa mère vit comme une injustice. Et effectivement, il a fait le CEP cette année, il a composé à Tampoui. Et là, on m'avait promis une prise en charge en réadaptant le sujet à son handicap. Et là, il a eu en tout cas une réadaptation environnementale parce qu'on a aménagé une salle pour lui où il était seul dans la salle, accompagné de 2 surveillants plus son AVS. Mais là où la réadaptation n'a pas été, c'est quand on lui a donné des sujets, c'est des épreuves des sourds-muets qu'on a pris pour lui donner en tant que handicap de l'autisme. Le coup semble dur à avaler pour Dame Siri. Selon elle, le suivi de Malik est complexe et coûteux. Même si les résultats ne sont pas encore disponibles, Lalaïssa Siri entrevoit l'année scolaire qui s'achève comme une année de perdu pour elle et son fils. Si je vous dis ce que nous avons mis durant cette année scolaire, c'est terrible. Nous avons pris une éducatrice spécialisée à choses françaises où nous payons 15 000 francs la séance pour 4 séances dans le mois et ce depuis décembre. Nous avons un répétiteur à la maison que nous payons à 30 000 francs depuis octobre et nous avons pris un éducateur spécialisé de l'action sociale que nous avons payé à 60 000 francs au moins sur une période. Tout ce travail est parti dans l'eau. Il faut reprendre ce travail encore pour le préparer. Il n'est pas comme vous et moi où on dit c'est une session, il va. Donc il n'y a pas de raison qu'on vienne lui dire en septembre de reprendre quelque chose. Vraiment, moi, si c'est comme ça, ils doivent corriger le préjudice. Moi, je ne préfère pas. Toutefois, au centre de composition, la présidente du jury affirme le contraire ou presque. Elle n'aurait enregistré la présence d'aucun candidat sourd-muet et soutient que le candidat Malik Siri a composé dans des conditions adaptées à son handicap. En tout cas, dans notre centre, il n'y a pas de sourds-muets. Dans notre centre, ce que nous avons, c'est des bègues, c'est des malentendants. Il n'y a pas de sourds-muets. Donc, le sujet, en tout cas, c'est spécifiquement élaboré pour l'autisme et non pour un sourd-muet. Il n'y a pas de sourds-muets dans notre centre. 2 sons de cloche qui renvoient à une problématique, celle de la prise en charge et du suivi lors des examens scolaires des enfants atteints de handicap. Le cas Malik Siri n'est certainement pas un cas isolé. Le ministère de l'Éducation de base, la direction des examens et concours et le centre de composition de Malik ont-ils été informés de sa situation avant de le recevoir? Parce que c'est à quelques jours des examens qu'on a découvert son autisme, on l'a signalé, mais avec le traitement des dossiers, c'est tellement que ça est passé inaperçu. Et donc, ils se sont battus, ils ont en tout cas trouvé des sujets, et en tout cas qu'ils ont supposé être être adaptés à son handicap. Lalaïssa Siri pourtant persiste et insiste sur le cas de son fils. Il y aurait eu quelque part de la négligence. Effectivement, le 27 mai, on a eu une formation initiée par la direction de l'éducation inclusive. Et cette formation concernait en particularité les autistes en milieu scolaire. Les termes références de la formation, entre autres, c'était la prise en charge des enfants vivant avec un handicap en milieu scolaire, notamment l'autisme. Le DGEC, le directeur général des examens et concours, a été convié avec quelques-uns de ses collaborateurs au niveau de la formation. Mais bon, finalement, on n'a reçu aucune visite. Ils n'étaient pas là pour écouter les propositions. Ils n'étaient pas là pour vraiment s'imprégner de la difficulté que nous vivons. Ben, ils ne peuvent que faire que ça. Malgré les inquiétudes de sa mère, le jeune Malik s'est plusieurs fois montré optimiste à notre présence. Cependant, il nous semble opportun de se pencher davantage sur les différents cas de handicap des candidats aux examens scolaires et universitaires. Dans un sens comme dans l'autre, on aurait pu, avec un peu plus d'implication, éviter le débat actuel sur le cas Malik Siri.
Et pour être complet sur ce sujet, sachez qu'aux dernières nouvelles, les parents de Malik Siri ont pu rencontrer le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et que tout est en train d'être mis en œuvre pour régler la situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction à présent l'INERA de Farakoba, village situé à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, où des producteurs de maïs de la ferme pédagogique de Kourignon se sont retrouvés pour une formation. Objectif, apprendre de nouvelles techniques agricoles afin d'améliorer la production du maïs de consommation. Madjiv Bakouan, surtout Justin Dabiré. Ils sont plus d'une soixantaine de producteurs de maïs de consommation venus de 5 régions à bénéficier de ce partage d'expérience. Cette formation permet à ces producteurs de résoudre les problèmes relatifs à la gestion des exploitations agricoles afin de mettre à la disposition de la ferme pédagogique de Kourignon du maïs de bonne qualité pour les saisons à venir. Principalement, nos attentes, c'est permettre à ce que chaque producteur puisse maîtriser l'itinéraire technique de production. D'abord, les bonnes pratiques et de les pratiquer sur le terrain. Parce qu'il y a de nombreux producteurs qui aujourd'hui, de maïs, qui pensent qu'ils ont fini avec les connaissances de production de maïs. Mais je pense que, on le dit souvent, la répétition est pédagogique. On peut, au niveau de nouvelles formations, apprendre de nouvelles pratiques qu'on peut appliquer pour améliorer donc la productivité du maïs. En une journée, les producteurs de la ferme pédagogique de Kourignon ont reçu des rudiments sur les techniques de production rentable de maïs de consommation et les bonnes pratiques agricoles. Les participants ont aussi appris les techniques de semis et de fertilisation des sols. Ce sont au total les avantages de 12 variétés de maïs de consommation et 5 variétés d'engrais Yara qui ont été expliqués aux participants. Alors, dans cet itinéraire de production, on a besoin de leur montrer les différentes variétés auxquelles ils auront affaire. C'est clair que FPK a déjà fait un choix de la variété Espoir comme variété de base qu'ils vont distribuer à leurs producteurs. Mais nous leur avons présenté près de 12 variétés qui sont des variétés qui peuvent être mises en production rentable. Parmi ces variétés, vous avez des variétés qui sont très précoces, qu'on appelle des extra précoces, qui mûrissent en 75 jours. Vous avez des variétés qui mûrissent en 85 jours et des variétés qui mûrissent en 97 jours. Loba Waro est un producteur de maïs dans la boucle du Moun. Pour lui, cette formation leur sera d'un apport bénéfique. Cette formation est une nouvelle opportunité qui va nous aider à produire encore mieux. Elle est la bienvenue parce qu'elle va nous permettre de produire plus qu'avant. Vraiment, nous remercions la FPK car elle a pris une initiative noble pour nous permettre de faire une bonne production agricole dans nos localités. Après la phase théorique, les producteurs ont effectué une mise en pratique sur le terrain avec les formateurs sur la culture rentable de 6 variétés de maïs de consommation. On reste dans le secteur agricole avec la 2e édition des journées promotionnelles agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques du Centre-Sud qui s'est tenue plutôt dans le week-end dernier. Une occasion pour ces paysans de partager leurs expériences. Rémi Lambert-Nébier. L'installation des pluies les appelle déjà dans les champs et les campagnes de la commune de Thiébélé. Mais pour ces producteurs, il était impératif de répondre à ce rendez-vous du monde rural de la commune. C'est la 2e édition des journées promotionnelles des activités agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques de Thiébélé. Au coup d'essai de la première édition, ils ont trouvé leur compte et à cette 2e édition, ils ont tous répondu présent. L'année passée, on a demandé d'après la Kéké et puis ils ont parlé de ça. Et puis avec le manioc, on a trouvé une dame aussi du Ghana, Accra, qui apporte la pâte. Donc avec ça, la dame même, elle aussi, elle aide aussi financièrement comme matériellement. Et elle a même amené une machine pour les dames pour la production de la kéké. Donc tout ça, ça les a permis d'avancer.
Des retombées au profit des producteurs qui motivent le promoteur à vouloir innover au fil des éditions. Et vous allez voir que cette deuxième édition a été améliorée plus que la première édition. Parce que hier, nous avons tenu un forum, une conférence vraiment que le DR de l'élevage qui est venu animer sur la loi agro-silvopastorale halieutique et faunique à la mairie de Thiévélé. Et en dehors de ça, comme je l'avais dit, il y a eu une compétition inter-OPA que nous avons fait. Aujourd'hui, c'est la finale qui opposera les apiculteurs contre les éleveurs. Donc tout cela, c'est quelque chose que nous avons inscrit dans le programme de cette deuxième édition. La plateforme d'action pour la sécurisation des ménages pastoraux, PASMEP, est déjà d'un grand soutien pour plusieurs groupements de producteurs de la commune. À travers son programme Voix pour le changement financé par l'Organisation néerlandaise de développement, la SNV, la PASMEP a fait de cette fois un cadre de plaidoyer en faveur des communautés pastorales et agro-pastorales de la commune de Thiévélé. Et nous avons mené une étude l'année dernière sur les PCD de 9 communes pour nous rendre compte que le pastoralisme est vraiment très peu pris en compte dans les politiques au niveau local. Et pour nous, cet espace est un plaidoyer pour dire aux communes de donner un peu plus d'espace au pastoralisme, qui est une activité très promotrice, une activité qui peut aider au développement des communes. Ces appuis sollicités sont également en amont des actions de préservation des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. 25 exposants ont participé à cette foire et 10 d'entre eux ont été primés en matériel agricole en vue d'améliorer leurs conditions de production. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30.